Nous, les enseignants, Enfin, moi, je suis un petit peu déçue qu'il n'y ait que si peu de gens ici à Bordeaux. Mais je comprends que c'est coûteux, qu'il y a probablement beaucoup les aspects financiers qui rentrent en jeu. Je ne sais pas. Il faudra qu'on pose la question. Mais c'était bien quand on avait 50 personnes qui avaient l'interaction, qu'on pouvait poser les questions en live. C'est pas la même chose en visio quand même. Mais bon, vous avez l'impression que c'est... Enfin, je peux demander à ceux qui sont connectés, hein, pourquoi ne sont-ils pas là? Eh oui. Oui, oui. Comment? Oui, oui, c'est ça, c'est surtout financier. Et puis parfois, ça permet de rester à la maison. Si on a déjà des enfants, des choses comme ça, le soir on est chez soi, c'est sûr que... Mais je pense que l'enseignement est quand même beaucoup plus passif en Zoom et que c'est plus difficile de bien vous former en visio parce qu'on n'a pas non plus les outils. Hein. Nous, on a appris à faire des slides. On n'a pas appris à enseigner par Zoom. Donc, je pense que c'est... Oui, oui, non, mais je sais, mais on s'est improvisé des zoomers. On n'est pas des zoomers nés. Donc, on n'a pas appris à faire des bonnes présentations Zoom. Donc, mais bon, on va quand même essayer de... Voilà, on va commencer si vous êtes d'accord. Alors, moi, je vois pas du tout ceux qui sont connectés. Donc, j'espère que... Alors, donc moi, je vais vous parler des cardiomyopathies de l'enfant. Alors, c'est un cours, c'est la première année que je donne ce cours. D'habitude, il était donné par Damien Bonnet. Alors, je me suis un peu quand même inspirée de son cours, mais après, je l'ai un peu adapté avec son autorisation, évidemment. Je n'aurais pas osé autrement. Alors, ça, c'est le plan. Donc, je vais aborder un petit peu d'épidémio, un peu de physiopathe, les phénotypes cardiologiques, le diagnostic étiologique et différentiel chez l'enfant, donc la démarche diagnostique dans les suites et le suivi et les principes de traitement. Alors c'est extrêmement vaste, donc, mais je vais essayer quand même de faire en sorte que vous avez quelques messages clés à la fin de ce cours. Alors, tout d'abord, quelques chiffres. Alors ça, c'est un peu rébarbatif, hein, cette slide. Donc, vous voyez que c'est quand même pas si fréquent que ça, hein, 1 pour 100 000 enfants, incidence annuelle. Mais par contre, c'est plus fréquent chez les moins d'un an, où c'est plus de 8 pour 100 000. Donc, les moins d'un an, retenez, sont plus à risque d'avoir ce diagnostic. Et puis, vous savez que selon l'incidence, selon le type, le phénotype cardio, on a plusieurs types, on en reparlera après. La plus fréquente, c'est la dilatée chez l'enfant, cardiomyopathie dilatée, vient ensuite l'hypertrophique. Et puis, on a 3 autres classes qui sont nettement moins fréquentes. C'est la CM restrictive, la non-compaction du VG, et puis les cardiomyopathies du VD comme la DAVD. Chiffre important aussi, souvenez-vous que la mort subite peut, même chez l'enfant, être le premier symptôme dans 3,5%. Donc ça, c'est quelques données clés, mais j'en ai d'autres qui me semblent intéressantes. Ce papier, il est un petit peu vieux, il date de 2003, mais les données n'ont pas vraiment changé. Ça montre l'âge au moment du diagnostic des différents types de cardiomyopathie. Alors, ce que vous voyez là-dedans, hein, je vous ai dit tout à l'heure que moins d'un an quand même, c'est le plus fréquent. Et vous voyez qu'on peut, chez les moins d'un an, avoir tous les types de cardiomyopathie, l'hypertrophie dilatée ou alors les non classifiés. Par contre, la restrictive, elle, est diagnostiquée souvent beaucoup plus tardivement. D'accord? L'hypertrophique par rapport à la dilatée, elle est souvent un petit peu diagnostiquée plus tardivement aussi. Et ça, c'est vraiment ce qu'on voit. Hein. Donc, le gros groupe chez les tout petits, ça reste quand même les dilatés, puis les hypertrophiques. Les restrictives, c'est souvent un petit peu plus tardivement.
D'autres données épidémiologiques, c'est concernant le pronostic. Ça reste une maladie quand même extrêmement grave. Hein, ça, vous le savez. Et quand ce graphe, de nouveau, ce pas des données toutes récentes, mais elles restent solides. Ici, c'est le time to death or transplantation. OK, ça vous comprenez. Donc, des enfants avec cardiomyopathie dilatée. Vous voyez que ça reste quand même pas très bon. Hein. Il faut réfléchir, c'est des enfants, c'est pas des personnes âgées qui ont 80 ans là. Non, c'est des enfants. Donc, vous voyez qu'au bout de... Donc, c'est le time since diagnosis. Donc, imaginez, voyez la survie pour, par exemple, les idiopathiques, elle est quand même pas extrêmement bonne. D'accord ? Alors, il faut voilà, les maladies du métabolisme, elles sont ici. Vous voyez, c'est pas bon non plus. Donc, vous voyez globalement quand même une survie ou une nécessité de transplantation quand même pas très favorable. Hein. OK, mais malgré ça, dans les dilatés, vous voyez qu'il y a un petit nombre, et cette courbe est intéressante parce qu'elle montre, pour une fois, les enfants qui peuvent se normaliser. Parce que ça, c'est une notion aussi. Quand on a une cardiomyopathie dilatée qu'on remarque très tôt dans la vie, eh bien, il y a des enfants qui, parfois, s'améliorent. Alors, souvent, c'est des myocardites, mais parfois, on n'arrive pas à poser le diagnostic de myocardite. Mais il faut savoir que l'amélioration, vous voyez, ici, ce sont les patients qui se sont normalisés sur, ça c'est en mois. Vous voyez que ce n'est pas impossible. Donc, il faut quand même garder un peu d'espoir, pas être trop négatif chez ces enfants. Qu'en est-il des hypertrophiques ? Alors là aussi, peut-être que les chiffres sont globalement, les courbes, vous voyez, sont peut-être un petit peu meilleures que les dilatés, mais vous voyez que là, la survie, elle va être fort dépendante de l'âge au moment du diagnostic. Donc ceux qu'on a diagnostiqués tôt ont quand même une survie qui n'est pas nécessairement... 70%, mais pour des enfants, c'est quand même pas très bon par rapport à la population générale. Ça, c'est survie sans événement. Donc, c'est à peu près superposable, mais vous voyez donc des chiffres quand même pas très bons. Évidemment, ça dépend du diagnostic. Je parle ici des hypertrophiques. Les hypertrophiques qui sont liés à des problèmes de métabolisme, une survie qui est vraiment pas très bonne, hein, à 50%. Donc, c'est le pire de tous. Les neuromusculaires, ici, les cardiomyopathies hypertrophiques dues à des maladies neuromusculaires, c'est les meilleurs dans cette liste ici. Donc, vous voyez des chiffres extrêmement variables en fonction du diagnostic initial. Survie chez les restrictives, très mauvaise. Vous voyez, bon, très, très mauvais. Donc, les restrictives, c'est vraiment une maladie grave, extrêmement grave. Et ça, vous voyez, c'est des données récentes. Donc, c'est encore vraiment vrai. Donc, vous voyez globalement ce que j'ai voulu vous montrer par ces quelques stats, c'est que ce n'est pas fréquent. Ça dépend évidemment un petit peu de l'âge et que surtout le pronostic est quand même pas encore très rose et reste variable en fonction de l'âge de présentation et en fonction du diagnostic. C'est cette liste ici aussi de quelques phrases clés pour l'épidémiologie est importante. Les données qui sont basées sur de la science pure et dure chez l'enfant avec insuffisance cardiaque liée à la cardiomyopathie sont extrêmement rares. Ça, vous le savez. L'information, elle provient donc essentiellement de registres qui sont souvent rétrospectifs. Et donc, on peut avoir du mal à interpréter, mais néanmoins, on peut en tirer ce que je vous ai dit
c'est que la mortalité reste élevée, que ça dépend de l'âge de la présentation, que l'étiologie est un facteur important, que malgré tout, il y a des enfants qui peuvent normaliser leur fonction, qu'évidemment, un enfant qui doit être hospitalisé pour insuffisance cardiaque a beaucoup plus de risques de mourir qu'un enfant qui est hospitalisé sans insuffisance cardiaque. Ça paraît évident, mais voilà, 20 fois plus, donc c'est énorme. Et que donc la morbidité, mortalité, etc., est importante chez ces enfants. En ce qui concerne les guidelines et les essais cliniques, on en a très peu. Et on n'a par exemple aucune bonne étude qui montre l'efficacité des différents traitements. Et ça, c'est complètement différent des études pédiatriques. Donc, on fonctionne avec l'expérience. Donc, voilà, l'expérience qu'on accumule dans la littérature, évidemment, mais qu'on accumule aussi en étant au pied au lit du malade au quotidien. Alors, passons un peu à des choses plus physiopathes. Vous savez que dans ce DU, on aime bien la physiopathe. Et il y aura des cours, il y aura des questions de physiopathe dans l'examen. Il y en a toujours. Hein, qui vous a donné cours de physiopathe cette année? C'est Pascal ou... D'accord. Donc, il vous a repris la courbe pression-volume que vous connaissez par cœur maintenant. Vous la connaissez par cœur, on est d'accord. Ça, c'est quoi? C'est la contractilité et là, c'est la compliance. Alors, ça, j'ai remis, alors ça, c'est plus facile. Enfin, ça, c'est simplement la circulation en série d'un cœur biventriculaire. Hein. L'aorte, le ventricule gauche monte fort la pression aortique plus élevée. Puis dans les vaisseaux, voilà, le réseau artériel, le réseau veineux et le ventricule droit qui monte moins haut que l'aorte. Ça, c'est facile. C'est un dessin qu'on aime bien aussi en cardiopathie congénitale, même si c'est pas aussi physiopathologique que celui-là. Donc, on retient celui-là. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant ou un adulte a une cardiomyopathie avec une baisse de la contractilité systolique? La courbe là, bouffe, elle descend, comme ça. Donc, pour assurer un débit correct, on va devoir glisser vers la droite, donc avec des pressions de remplissage plus élevées pour assurer un débit et une tension équivalente. Lorsque c'est par exemple une CMR avec une compliance surtout qui est atteinte et non pas la contractilité, elle va pas shifter vers la droite, mais comme on part dès le départ avec des pressions de remplissage, vous voyez, on monte ici au-dessus, encore plus haut pour garder un débit suffisant. Et qu'est-ce que ça donne quand on met les ventricules ici en série, quand on les étire en termes de pression? On voit qu'il y a essentiellement, qu'il y a une grosse différence dans les cardiomyopathies du VG, où vous allez avoir la pression dans l'OG qui va augmenter. Et comme la pression dans l'OG va augmenter, la pression pulmonaire peut augmenter. Par contre, chez l'enfant qui souvent a une fonction VD qui reste correcte, les pressions dans l'OD vont rester basses. D'accord? C'est très différent d'un enfant, par exemple, avec hypertension artérielle pulmonaire, où les pressions ici dans les poumons, dans l'artère pulmonaire, seront élevées, mais pas les pressions dans l'OG. Et par contre, comme la pression ici est très élevée dans le VD, les pressions OD vont être élevées aussi. D'accord? Donc, c'est la cardiomyopathie du cœur gauche. Ça, c'est la situation, par exemple, de l'HTAP. Quels sont les phénotypes cardiologiques? Ça, c'est comme chez l'adulte. Mais peut-être l'incidence est un peu différente.
Donc, je vous ai dit, l'hypertrophique et la dilatée sont les plus fréquents, comme chez l'adulte. Dilatée un peu plus que 50%, après ça varie des études. Hypertrophique entre 25 et 42. Et puis les autres, la non-compaction du VG, la dysplasie arythmogène du VD, la CMR, elles sont plus rares. Après, on a quand même peut-être encore plus de difficultés chez l'enfant que chez l'adulte pour parfois poser le diagnostic phénotypique. Il y a vraiment des phénotypes atypiques chez l'enfant. On peut avoir des CMD avec des parois épaissies, des physiologies restrictives. On peut avoir, avec le temps, pendant l'enfance, des modifications de phénotype. Pardon, il ne faut vraiment pas que je le touche, celui-là. De CMH, par exemple, on peut évoluer vers CMD. Et puis, il y a des enfants qui ont des phénotypes, on ne sait pas. C'est pas vraiment une non-compaction, c'est dilaté, mais quand même, il y a un peu d'hypertravéculation. Je fais mon IRM avec les critères adultes. Ça ne rentre pas dans la case de non-compaction, donc je ne sais pas comment le classer. Donc, ce n'est pas toujours évident. Et voilà, c'est quand même utile d'essayer de mettre une case, mais c'est peut-être quand même pas tout à fait le plus important. Alors, je vous ai mis quelques exemples. C'est des diapos que j'ai copiés de la présentation de Damien Bonnet. C'est assez facile, là. La cardiomyopathie dilatée, à paroi fine, le ventricule qui est immense, et vous voyez l'aspect échographique avec très souvent une petite IM fonctionnelle. Ça, c'est assez facile. L'hypertrophie myocardique, ici, vous voyez le VG très épais, vous voyez l'écho en petit axe. Dans ces CMH, comme chez l'adulte, il y a une désorganisation myofibrillaire extrêmement importante qui explique le risque arythmique de ces cardiomyopathies. Les cardiomyopathies restrictives, qu'est-ce qui est le plus visible et parfois le premier signe qu'on va noter à l'écho, c'est cette dilatation des deux oreillettes. D'accord? Comme vous le voyez ici. Et puis à côté de ça, des petits ventricules. Alors après, quand on commence à faire la 4 cavités, on voit tout de suite les oreillettes, mais l'aspect anormal des ventricules n'est pas toujours bien visible dès le départ. Et parfois, il faut des études de Doppler, d'analyse de la fonction diastolique plus poussée pour vraiment poser le diagnostic, parfois même plus, ou parfois le temps va vraiment permettre de progresser dans ce diagnostic. Je vous ai dit, dans les résultats épidémiologiques, c'est vraiment une très, très mauvaise cardiopathie chez l'enfant. Le pronostic est effroyable. Vous voyez ici cet enfant avec cet aspect extrêmement, enfin ce cœur, ce spécimen avec cet aspect extrêmement nacré de l'oreillette. Pourquoi? Parce que l'oreillette a été à haute pression, donc il y a une transformation vraiment de l'endothélium recouvrant les cavités. Et puis il y a les autres cas, il y a la non-compaction ventriculaire gauche ici, vous voyez cet aspect non compacté que vous retrouvez ici sur ces échographies. La dysplasie arythmogène du VD, là c'est le VD qui a cet aspect atypique avec en histologie des dépôts lipoïdes. Vous le voyez ici aussi, c'est un peu vieux comme image, mais cette paroi tout à fait anormale. Et alors en écho, un stade relativement avancé, une dilatation du VD. Alors, quels sont les symptômes, point d'appel chez l'enfant? Je vous l'ai dit, la mort subite peut être un symptôme, peut-être le premier signe dans 3% des cas, mais c'est quand même souvent d'autres symptômes qui nous amènent. De nouveau, c'est variable en fonction de l'âge. C'est évident que les cardiomyopathies du petit enfant, les cardiomyopathies dilatées, ça va être le nourrisson qui arrive en tableau de défaillance cardiaque.
Le plus grand enfant, ça va éventuellement être plutôt les syncopes, les arythmies. Les CMR, on peut avoir des événements thrombotiques qui vont nous amener au diagnostic. Il existe même dans la littérature des cas d'insuffisance hépatique qui sont secondaires à des CMR très agressifs chez l'enfant. Donc, symptomatologie variable en fonction du type et en fonction de l'âge, évidemment, de présentation. Alors, le plus gros morceau de cours, c'est ça. Diagnostic étiologique et différentiel, parce que ça, c'est différent chez l'enfant et chez l'adulte. Tout ce que je vous ai raconté là, c'est des choses finalement assez générales, à part peut-être les données épidémiologiques. Mais sinon, le reste est finalement très semblable à ce qui est connu chez l'adulte. Par contre, le diagnostic étiologique et différentiel, chez l'enfant, il va être spécifique et différent. Et il faut vraiment être rigoureux pour être sûr de rien rater. Alors, il faut jamais oublier que les cardiomyopathies de l'enfant sont finalement rarement familiales héréditaires. Et une cause secondaire doit toujours être intensément recherchée. Alors, la plus facile en théorie, c'est la première que je mets là, puisqu'elle est cardiaque et que vous allez tous manipuler l'écho. Donc, vous allez voir un mauvais ventricule. Donc, vous allez quand même avoir la curiosité d'essayer de voir s'il y a une raison cardiologique à ça. Alors, je vous ai mis précharge ou post-charge augmentée. Est-ce que quelqu'un, ça peut être dans la salle, mais ça peut être aussi les zoomers, vous pouvez me citer des exemples cardiologiques de précharge ou post-charge augmentée donnant une dysfonction systolique du VG? Qui veut me citer un exemple? Voilà, un obstacle par exemple. Une coartation serrée du nouveau-né, exemple typique de la post-charge augmentée qui fait défaillir. Donc, il est hors de question, vous voyez un mauvais VG, de ne pas faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, avant ça, si on veut de clinique, les pouls, les tensions artérielles aux 4 membres, et même le stéthoscope, ça existe encore, on peut ausculter dans le dos. Ça marche, on entend bien quand même. Ok, et de précharge, quelqu'un peut me donner un exemple de précharge? La persistance du canal artériel ou une CIV. Oui. Ouais, alors on a rarement un VG qui est à plat. On est d'accord? Oui. Mais ça peut si on ne le traite pas et si ça dure. On est d'accord? Oui. Mais un autre exemple, mais où aussi en général on n'a pas c'est par exemple l'insuffisance mitrale, mais là aussi au début et pendant de nombreux mois, voire années, le cœur de l'enfant va tenir le coup. Par contre, si ce n'est pas pris en charge progressivement, on peut avoir une fatigue myocardique. Alors, ischémie myocardique, ce n'est pas qu'un truc d'adulte. Qui peut me donner un exemple chez les enfants? L-kappa. Comment? L-kappa. Al-Kappa, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Je vais en reparler un peu après, hein, mais je veux d'abord vous réveiller un peu. Parce que quand même, on est en postprandial. Oui? Comment? Maladie de Kawasaki. Parfait. Il y en a d'autres? En post-op, par exemple, quelle maladie? Quelle... Oui. Mais là, je parlais plutôt d'une complication post. Oui, embolie, évidemment, mais quelle chirurgie peut mettre à mal les coronaires? Le switch artériel, par exemple? Ok, c'est déjà pas mal. Arythmie soutenue. Qui peut me donner un exemple? SVT. Ouais, SVT, mais la plupart des SVT, par exemple du nourrisson, ils vont arriver, leur VG, il ne sera pas trop mauvais. Il y en a quelques-uns, quelques types. Je pense particulièrement à 2 types de tachycardie supraventriculaire qui peuvent vraiment mettre à mal le VG.
La PGRT, exact. Alors, le flutter, il est moins fréquent, mais s'il dure, oui. Elsa, tu pensais? La jet, alors qui est plus rare, souvent post-op, ouais, la vraie jet, donc ICN. Sinon, il y a la tachycardie atriale ectopique, vraiment, qui peut, même chez le grand enfant, mettre le ventricule bien à plat. Bon, myocardite infectieuse, ça, vous connaissez, on en reparlera un petit peu. On en a beaucoup parlé depuis 2 ans. Même si on va dire myocardite post-infectieuse, vous pensez à quoi? Au PIMS, merci. Toxique endocrinienne nutritionnelle. Toxique, vous penserez à quoi? Anthracycline, très bien. Takotsubo, alors ça c'est un truc d'adulte, mais je vous promets, ça existe chez l'enfant aussi. On en a déjà vu. Est-ce que tout le monde est familier avec le Takotsubo? J'en reparlerai brièvement. Maladie neuromusculaire, citez-moi un exemple plus fréquent. Le Duchenne, ouais. Cardiomyopathie syndromique. Glycogen, storage disease. Oui. Glycogénose, ouais. Très bien. Maladie. Et maladie métabolique, on en parlera plus tard. Donc, OK. Alors, précharge augmentée, on revient sur cette liste. Je vous montre quelques exemples. Donc, précharge augmentée, je vous ai parlé de l'IM, par exemple, VG très dilaté. Vous voyez ici un manque de cooptation. Donc, IM, on devine une IM énorme avec une oreillette bien dilatée. Donc, on va avoir un déplacement de la courbe vers la droite. La post-charge augmentée, c'est ce que vous avez cité, les obstacles à l'éjection du ventricule gauche. La coartation est un exemple. On a également la sténose critique de la valve aortique du nouveau-né. Autant un certain nombre de nouveau-nés ou nourrissons auront un ventricule adapté, hypertrophié. Certains nourrissons, et ça dépend du moment, enfin certains nouveau-nés, naîtront avec un VG à plat, un VG très dilaté qui, au moment de la fermeture de canal, va générer un tableau d'insuffisance cardiaque sévère, avec à ce moment-là, comme dans l'image du haut, un VG très dilaté à parois fines et tout à fait incapable d'avancer du débit à travers la valve aortique. Donc ça, c'est l'exemple de la post-charge augmentée. Ça, c'est quoi? À droite. C'est lequel de tous ces diagnostics? C'est l'Alcapa. Pourquoi? On a des piliers qui brillent. Un aspect brillant des piliers. Voilà, exactement. Donc, vous connaissez ce VG très dilaté, dyskinétique, avec une fuite mitrale et ce pilier qui est atteint avec un ECG également typique. Alors, il y a d'autres cas, on en a parlé, post-opératoire TGV, mais la maladie de Kawasaki aussi, atrésie coronaire, ça existe, tout existe au fait en pédiatrie. Et alors ça, je ne l'avais pas mis dans mes présentations précédentes, j'ai retrouvé ça dans la présentation de Damien Bonnet. Ça, c'est vraiment l'éléphant rose. Moi, j'en ai vu un depuis que je fais la cardiologie pédiatrique. Le Gaki, un de vous connaît ça. En fait, c'est une maladie génétique où les enfants naissent avec tous des vaisseaux extrêmement calcifiés. Et donc, le résultat de ça, donc ils ont des dépôts de calcium exagérés dans tous leurs vaisseaux. Je vais vous montrer une image. Et donc, ils naissent avec des tensions artérielles extrêmement élevées parce que tout est très rigide. Et donc, au fait, le ventricule gauche, il défaille parce que la post-charge est trop élevée. Et regardez ici cette image. Vous voyez ici, même à l'écho,
on voit la calcification extrêmement importante de tous les vaisseaux. La vache, vous voyez, les coronaires, l'aorte, les coronaires, tout ça. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. On sait bien qu'on ne peut pas faire grand-chose pour ces bébés. Moi, le seul que j'ai vu est décédé rapidement. Mais c'est un peu un éléphant rose. Mais bon, voilà, comme il le mettait, je l'ai mis. Il avait les belles images. Je vous ai parlé des cardiopathies rythmiques. Vous avez eu un cours, je pense que c'est Alice Maltret qui vous a donné le cours. Je ne sais pas si elle a montré cette image-là. Et donc, moi, j'aime bien, parce que moi, je ne suis pas rythmologue, donc j'aime bien les choses simples. Et moi, j'aime bien en pédiatrie toujours faire la différence. C'est la ligne du haut des arythmies qui sont dues à un foyer ectopique. Et puis, dans la ligne du bas, les arythmies qui proviennent d'un mécanisme de réentrée. Avec, quand même, en pédiatrie, la plus fréquente, c'est celle-ci, c'est la réentrée intranodale. D'accord? Puis on en a parfois qui sont liés à un Wolff, donc un faisceau de Kent, mais c'est un peu moins fréquent. Celles qui sont le plus souvent associées à des dysfonctions graves, même chez l'enfant plus âgé, des dysfonctions VG, c'est ces deux, la tachycardie atriale ectopique, parce que ces tachycardies ectopiques, elles ne sont pas nécessairement à 240, elles peuvent être à 180, et donc elles sont moins visibles, et donc elles peuvent durer sans qu'on pose le diagnostic. Et donc, par contre, elles sont assez fixes, et donc si vous avez un enfant de 4 ans qui a son rythme à 180 tout le temps, son myocarde va se fatiguer. Et donc, ces pourvoyeurs, c'est si elles sont permanentes de dysfonction myocardique. Et ça peut être compliqué parce que vous voyez l'enfant arriver, il a une mauvaise fonction et vous avez son rythme à 180. Vous allez dire oui, mais c'est secondaire. C'est secondaire, c'est parce qu'il est en petit débit, donc c'est une tachycardie jonctionnelle, proportionnelle à sa cardiomyopathie. Vous regardez l'écho, l'ECG, et l'axe est très semblable, vous paraît normal, donc sinusal. Mais si le foyer est extrêmement proche du sinus, vous pouvez passer à côté. Donc, il ne faut pas hésiter soit à faire un enregistrement de longue durée, soit parfois même à faire un test à la striadine qui peut bloquer et qui peut mieux révéler le foyer ectopique auriculaire. D'accord ? Donc, si vous avez, attention, un enfant avec dysfonction ventriculaire, si vous avez un rythme qui reste fixe constamment, vous n'arrivez pas à changer, par exemple en appuyant sur le foie, méfiez-vous du trouble du rythme et allez plus loin dans vos investigations. Alors, ça peut, dans certaines tachycardies par réentrée, être généré quand même de l'arythmie déjà pendant la vie fœtale. La cause suivante, c'est les cardiomyopathies infectieuses ou inflammatoires. La myocardite virale est évidemment le pourvoyeur numéro 1, surtout chez les petits nourrissons de moins de 2 ans. Depuis 2 ans, on baigne dans le PIMS. Je pense que vous avez probablement tous vu des PIMS ou MISC en fonction de l'endroit en France. On va l'appeler PIMS ou MISC. Après, il y a d'autres maladies infectieuses, mais qu'on ne voit pas très, très souvent. La maladie de Lyme, la maladie de Chagas, c'est quand même moins fréquent. L'HIV, aujourd'hui, en pédiatrie, on n'en voit plus beaucoup. Et des maladies comme la toxoplasmose ou les myocardites rhumatismales, c'est des choses qui sont quand même extrêmement rares de nos jours. Donc aujourd'hui, c'est surtout la première ligne et depuis 2 ans, la deuxième ligne qui concerne cette catégorie-là. Les causes toxiques, on a parlé, les anthracyclines, mais bon, l'anamnèse n'est pas très compliquée. En général, vous suivez ces enfants depuis le début au niveau cardiologique, donc on sait qu'ils reçoivent des anthracyclines. Mais il faut faire attention parce que parfois,
on peut se rendre compte souvent, les hématologues finalement fonctionnent uniquement avec des fractions d'éjection. Et aujourd'hui, on commence à faire des échos un peu plus poussés chez l'enfant pour ces enfants qui ont reçu des anthracyclines. Mais pendant longtemps, leur fraction d'éjection peut être normale, ce qui veut dire que la cardiomyopathie peut se révéler plus tardivement après l'arrêt des anthracyclines. Donc attention, n'oubliez pas de poser cette question, même si en général les parents ils n'oublient pas de vous le dire. Et puis il y a d'autres causes plus rares que je vous ai citées ici, mais qui sont forcément nettement plus rares. Cette petite diapo sur le Takotsubo, pour ceux qui sont moins familiers avec ça. Le Takotsubo survient à la suite d'une décharge catécholergique importante, alors qui peut être iatrogène, mais qui peut être aussi endogène, si je peux dire comme ça, et en raison d'une répartition différentielle entre les récepteurs bêta 1 bêta 2, on va avoir une contraction différente de la chambre de chasse par rapport à l'apex, avec, suite à cette contraction importante ici, une déformation, et ça donne cette image de apex du VG ballonisé qui ressemble au vase japonais qui s'appelle le Takotsubo. D'accord? Donc, ça donne cette dysfonction de la partie apicale, mais qui souvent récupère au bout de quelques jours. Plutôt de bons pronostics dans les cas que j'ai vus en pédiatrie, en tout cas. Après, c'est quand même relativement rare. Je continue un petit peu, quelques diapos encore sur ces causes, et puis je vais vous poser un peu des questions. Donc, les maladies neuromusculaires, en général, là aussi, c'est pas vous qui posez le diagnostic, c'est les neuropédiatres qui vous envoient les enfants pour des dépistages. La plus fréquente, c'est la maladie de Duchenne, mais quand même, il est arrivé, il y a quelques années, nous, on a posé le diagnostic de cardiomyopathie avant que les neuropédiatres posent le diagnostic de myopathie. Donc, restez quand même bien attentifs. Dans ces cas-là, quand le cardiologue fait le diagnostic avant, c'est plutôt une forme de Becker où l'atteinte musculaire périphérique est moins importante. Mais donc, de nouveau, un examen global de l'enfant est important. Et puis, il y a d'autres maladies, je ne rentre pas trop dans les détails, les laminopathies comme l'Emery-Dreyfus qui donnent surtout des problèmes de rythme, mais qui peut aussi atteindre le VG. La maladie de Steiner, même chose, surtout des problèmes de conduction, mais on peut avoir une atteinte du ventricule gauche. La maladie de Friedreich, qui est une maladie au niveau des mitochondries, avec la surcharge en fer, qui, elle, donne surtout une cardiomyopathie hypertrophique, comme vous le voyez ici, avec des IRM qui sont positifs pour l'accumulation ferrique. Ça, c'est quelques exemples. Et ça, bon, ça, c'est vraiment pour faire joli avec la diapo, mais c'est tous les molécules qui sont impliquées dans les différentes maladies neuromusculaires. Est-ce que sur toutes ces différentes causes que vous devez éliminer quand vous êtes face à une atteinte du VG, que ce soit dilaté, que ce soit hypertrophique, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Oui. Oui, alors ici, au fait, je pense que dans la liste de mes toxiques, ah oui, c'est pas mis, mais j'aurais pu le mettre aussi, parce que de fait, je vais vous rappeler, nous, on a un enfant qui est arrivé chez nous avec une hémoglobinate 2. On a dû lui mettre une ECMO. Il avait plus de fonction cardiaque. Forcément, avec 2, vous pouvez pas transporter. D'autant plus que quand vous avez une hémoglobinate 2, c'est souvent parce que c'est pas parce qu'il avait saigné, c'est parce que ses parents étaient véganes et avec une mauvaise alimentation.
Donc, on peut être vegan, hein, j'ai rien contre les véganes, mais il faut faire attention à ce qu'on donne, surtout à un enfant en croissance. Là, c'était un petit bébé de 2 ans. Et donc, il avait manifestement trop peu de fer, mais probablement plein d'autres choses comme les acides foliques, la vitamine B12, plein d'autres nutriments indispensables. Donc oui, les anémies profondes peuvent aussi... mais moi, les cas que j'ai vus, c'était vraiment des très profonds qui provoquent la dysfonction. Hein. Les anémies néonatales. Alors, après, il y a le syndrome transfuseur-transfusé qui peut donner, oui, en prénatal, oui, qui peut donner de l'hypertrophie, une dysfonction chez l'autre. Ouais. Je ne l'ai pas cité, mais oui, mais ça, c'est une pathologie périnatale et qui est bien connue. Oui, tu as raison. On peut le mettre aussi dans ces mécanismes, dans ces causes possibles. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors moi, ce que j'ai vu, c'était plutôt des adolescents ou préadolescents. Mais je ne pense pas que c'est impossible chez le petit. Peut-être pas chez le nouveau-né, peut-être qu'il y a une... Mais ce que j'ai vu moi, les plus souvent, c'est plutôt le grand enfant. Oui. Non, pas du tout. Alors, on va reparler un petit peu plus tardivement. Je pense qu'il faut quand même, vous voyez la liste des causes, il faut être quand même un peu orienté. Sinon, vous coupez votre enfant en rondelles et vous le rendez anémique. Hein. Donc, il faut vraiment orienter en fonction des premières. Donc, souvent, on fait des espèces on progresse en fonction de l'anamnèse, en fonction des pistes. Et vous allez voir, finalement, on commence avec un bilan très standard, qui est, et on va en parler, le bilan classique avec BNP, Tropo et NFS, fonction rénale. Et puis le reste dépendra de l'anamnèse. Et puis il y a un petit nombre d'analyses métaboliques qu'il faut faire, mais j'en parlerai après. Parce que ces deux, et ça me fait la transition avec les deux lignes ici, cardiomyopathie syndromique, maladie métabolique, c'est des choses que vous allez moins facilement pouvoir éliminer que toutes celles-là. D'accord ? Même si la myocardite, elle n'est pas toujours facile à éliminer non plus et que parfois on pense que on ne sait pas si c'est une cardiomyopathie sous-jacente qui décompense à l'occasion d'une infection. Mais les autres, par exemple l'Al-Kappa, la sténose aortique, la cohorte, les toxiques, ce sont des choses que vous devez pouvoir éliminer avant de vous lancer dans le vrai bilan de la cardiomyopathie. Alors, j'en arrive à qu'est-ce qu'il faut faire et comment fonctionner devant ces enfants. Je vous ai dit, l'anamnèse est extrêmement importante, que ce soit l'histoire clinique de l'enfant, et donc ne pas oublier les habitudes alimentaires, ça reste très pédiatrique comme anamnèse, mais aussi évidemment l'histoire familiale pour savoir s'il y a d'autres enfants, d'autres personnes, ou s'il y a des morts subites, s'il y a eu d'autres, des personnes greffées dans la famille, ou d'autres histoires typiques. L'examen clinique global, ça, évidemment. Qu'est-ce qui va être important aussi? Qu'est-ce qui va me faire suspecter sur base de l'histoire clinique? Je vais poser la question autrement. Et l'examen clinique, qu'est-ce qui va me faire penser à une maladie métabolique? Donnez-moi quelques éléments qui vont vous donner envie d'appeler votre ami métabolicien. Qu'est-ce que j'entends? Allô, allô. C'est quelqu'un qui... Vous avez eu ça ce matin aussi? Allô, allô. Est-ce que ceux qui parlent
parlent pas peuvent éteindre leur micro. C'est un peu fort quand même. Ouais. Alors, quels sont les éléments de l'histoire clinique et de l'examen clinique qui vont vous faire pencher pour une maladie métabolique? Retard de croissance. Retard de croissance, très bien. Consanguinité entre les parents. Oui, consanguinité, c'est ça? Oui, très bien. Ça, c'est des éléments importants à rechercher. Dans le retard de croissance, donc il y a le poids, la taille et le périmètre crânien. D'accord? Très important. Rechercher une microcéphalie. Beaucoup de maladies métaboliques s'accompagnent d'une microcéphalie. D'accord? Enfin, beaucoup. Il y en a qui s'accompagnent. Ça peut être un élément, d'accord? Qui va vous orienter. Oui, hypoglycémie. Et donc, mais là, on est déjà un peu dans le bilan, mais l'atteinte d'autres organes. D'accord? Donc, s'il y a une atteinte extracardiaque sous forme de retard, trouble du neurodéveloppement ou atteinte hépatique, splénomégalie, atteinte musculaire, à ce moment-là, on est plutôt dans les maladies neuromusculaires, mais on peut être aussi dans les maladies métaboliques. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Essayez de regarder, en tout cas, ou demander au pédiatre de vous s'assurer, si vous ne vous sentez pas d'exclure toutes ces anomalies, déjà l'histoire clinique et l'examen clinique peuvent vraiment vous orienter. Évidemment, les CG échographies forcément vont nous orienter. La troponine, surtout en phase aiguë, on va la faire et c'est surtout pour rechercher la myocardite. Après, les autres éléments, les autres examens qui peuvent nous aider, ce sera surtout l'IRM qui peut nous aider pour trancher pour, par exemple, la dysplasie arythmogène, mais qui est bien plus rare, pour confirmer une non-compaction, pour poser le diagnostic d'une myocardite. Donc, l'IRM permet vraiment de nous aider dans un diagnostic de cardiomyopathie. Le CT scan, je l'ai mis entre parenthèses parce qu'on ne le fait pas toujours. Là où ça nous aide vraiment, c'est l'Alcapa. Et il ne faut pas hésiter, si vous avez une suspicion, même si vous avez l'impression de voir les coronaires en place, mais vous avez un pilier de la mitrale hyperéchogène, vous dites, mais c'est bizarre, vraiment, j'ai tout d'une Alcapa, mais j'ai la coronaire qui arrive au bon endroit. Il y a vraiment, les coronaires, c'est extrêmement difficile en écho et on peut avoir des fausses images. Et donc, si vous avez des choses qui ne collent pas, n'hésitez pas à passer au scan pour être sûr d'éliminer une Alcapa. D'accord? Non. Parce que par exemple, alors, non, parce qu'en plus, c'est pas comme chez les adultes. Alors, soit on est dans la phase où j'essaye d'éliminer les causes secondaires dont je vous ai parlé. Donc, c'est là, cette phase-là, où j'essaye d'éliminer. Finalement, elle va m'être utile dans la myocardite, pour prouver qu'il y a une myocardite. Mais pour les toxiques, par exemple anthracycline ou d'autres maladies, oui, mais pas vraiment pour le diagnostic. Après, dans la phase après, où on a éliminé tout cela et on veut plutôt chercher les autres, l'IRM, elle va m'aider pour éventuellement la poursuite des soins et la sévérité, encore que je n'ai pas du tout les mêmes critères que chez l'adulte. Et il n'y a pas beaucoup de critères pédiatriques qui nous disent « Oh là là, le pronostic est mauvais si le septum est d'autant ». On n'a pas le même recul que chez l'adulte. Donc l'IRM est utile, mais pas au stade là, je suis au stade de diagnostic. Ça peut m'aider dans certains cas, mais elle n'est pas du tout systématique. Je pense qu'avec l'écho, avec une bonne anamnèse et certains autres éléments dont je vais vous parler pour aborder les maladies métaboliques et les pathologies syndromiques, on va plus loin. D'accord? Alors,
Avant de parler donc de ces deux cardiomyopathies syndromiques et maladies métaboliques qui sont souvent un petit peu les plus difficiles avant d'arriver au diagnostic ultime qui sont les cardiomyopathies sarcomériques, je vais vous donner quelques chiffres. Regardez ici, ça, ce sont les causes de cardiomyopathie hypertrophique en bleu foncé ou dilatée chez les enfants. D'accord? Vous voyez que les maladies du métabolisme sont quand même relativement fréquentes, surtout dans les hypertrophiques. D'accord? Donc, quand vous faites face à un enfant avec une dysfonction VG, vous devez, une fois que vous avez éliminé toutes les causes évidentes secondaires, vous poser la question, y a-t-il anomalie du métabolisme? Je vous ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui va vous orienter davantage? C'est l'histoire familiale de mort subite ou de mort inexpliquée pendant la petite enfance. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est un phénomène important, c'est une notion importante. Par contre, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'atteinte multisystémique. Donc, il faut poser les questions sur le neurodéveloppement de l'enfant. Il parle à moi ou non? Non? Ok. Donc, n'oubliez pas de mesurer le périmètre crânien et de un minimum regarder comment évolue l'enfant au niveau neurodéveloppement, et puis le rein, le foie, le phénotype changeant dans le temps. Ça, c'est assez typique des atteintes métaboliques. Donc, une cardiomyopathie qui au départ est hypertrophique puis devient dilatée ou vice-versa, ça peut être le signe d'une maladie métabolique, alors qu'une atteinte sarcomérique va moins donner un phénotype changeant. Une autre notion, c'est une atteinte hémodynamique sévère, alors que finalement la dysfonction VG est modérée. Donc, vous avez un enfant, vous mesurez, vous faites le Simpson, la fraction d'éjection en mode TM, vous avez 40, et puis au fait, vous trouvez un enfant, l'enfant est en réa parce que vraiment, il n'est pas bien. Et comment vous expliquez ça? Est-ce que vous avez une explication? Parce que j'ai vu quelqu'un, je ne connais pas ton prénom, toi, tu as hoché de la tête comme si c'était quelque chose qui te disait. Comment tu l'expliques? C'est un cas qui me rappelait un cas qu'on avait vu en stage il y a 6 mois, mais une explication qui m'avait ça. Au fait, parce que quand il y a une maladie métabolique, souvent il y a une panne énergétique quelque part. Et donc cette panne énergétique, elle va se manifester sur le cœur, mais aussi ailleurs. Donc il y a au fait tout, et puis il y a une production souvent aussi de trop d'acide lactique qui va causer une dysfonction de beaucoup d'organes. Et donc on a finalement une atteinte de beaucoup d'organes qui correspondrait à une atteinte cardiaque beaucoup plus sévère que ce que vous voyez en écho. Et donc, après, ça peut évoluer dans le temps, mais on a un tableau clinique beaucoup plus sévère que de ce que montre simplement votre écho, parce qu'il y a un problème énergétique partout, et que certes, la production d'ATP est importante pour le cœur, mais aussi importante pour le rein et pour le foie, et donc l'enfant va se mettre en insuffisance rénale, en insuffisance hépatique éventuellement, etc. Donc on a une atteinte disproportionnée par rapport à l'atteinte uniquement cardiaque. D'accord? Et ça, c'est... Alors pas toujours, hein, parce qu'il y a différents types, mais c'est des petits éléments qui doivent vous faire... C'est extrêmement difficile ça, parce qu'au fait, et ça c'est quelque chose qu'on ne comprend pas encore très bien, sauf qu'on sait que quand même aujourd'hui l'origine embryologique du VD et du VG est différente, donc il y a probablement quand même des mécanismes, même énergétiques, qui sont probablement différents. Et on a beaucoup de maladies métaboliques qui finalement affectent surtout le VG. Et puis, on en a d'autres où, de fait, l'atteinte est biventriculaire. C'est
je pense que c'est pas évident. C'est tout comme la myocardite, hein. Parfois le VD est conservé et parfois pas, et on comprend pas trop pourquoi. Donc je ne l'utiliserai pas comme moyen de distinctif au fait entre les maladies métaboliques et les autres. Et par contre, les anomalies, les CG atypiques. Ça aussi, on peut le retrouver dans pas mal de maladies métaboliques et ça peut vous faire penser. Par exemple, on a des images de bloc de branche gauche ou bien soudainement un enfant qui va se mettre en bloc auriculo-ventriculaire ou va avoir des troubles du rythme de type tachycardie ventriculaire qui sont quand même pas fréquents chez l'enfant. On a eu un enfant qui avait, alors aussi, un éléphant rose, une maladie de Tango. Alors, Tango 2, c'est un déficit du Golgi. Je vous dis, il y en a 15 en France, dont 8 à Marseille. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et donc, et ces enfants-là, c'est incroyable, au moment des épisodes de fièvre, ils font des crises énergétiques. Et ces crises énergétiques, c'est surtout les CG qui se modifient d'abord, mais ils peuvent aussi se mettre en insuffisance cardiaque parce qu'il y a une espèce de panne énergétique partout. Et donc, j'en ai vu une, par exemple, de ces 7 qu'on a à Marseille, qui avait un ECG horrible, avec déjà des QT extrêmement longs, un bloc de branche gauche. Donc, quand les rythmologues adultes voient ça, ils sont en grande panique. Et puis, une dysfonction ventriculaire gauche. Et puis, elle est sortie, elle avait accompagné d'une rhabdomyolyse, atteinte extracardiaque, d'accord. Et puis, elle est sortie de son contexte fébrile, les métaboliciens l'ont hyperhydratée, des enzymes pour aider le système énergétique, toutes ces choses-là. Et puis, progressivement, tout s'est normalisé. Elle a normalisé son ECG, elle a normalisé sa fonction cardiaque, une fois qu'elle est sortie de sa crise énergétique. Donc après, c'est des maladies, on comprend pas encore tout, on observe, on essaye de décrire de plus en plus, mais c'est toujours atypique, de toute façon. Et c'est ce côté-là qui peut vous orienter vers quelque chose de métabolique, que les adultes ne connaissent pas, hein. Ça c'est clair. Les adultes, maintenant, on est en train de commencer à faire la transition chez les adultes des métaboliques, c'est compliqué parce que c'est un monde que les cardiologues adultes ne connaissent pas du tout, les maladies métaboliques. Mais enfin bon, je parle, je sors du cours. Ça, c'est très chargé. Mais c'est une slide que j'ai prise des cours de FST. Je ne sais pas s'il y en a qui sont inscrits en FST aussi. Enfin, ce n'est pas trop chargé, mais quand même, c'est un peu compliqué. Il y en a qui sont inscrits en FST aussi. Oui, ben vous avez 150 heures de cours, hein, vous savez, c'est en SFST. Donc, vous voyez, c'est un petit sigle de la FST. Et j'ai plusieurs cours où je parle justement des maladies extracardiaques qui ont des répercussions cardiaques. Et aujourd'hui, les métaboliciens, ils divisent les maladies métaboliques essentiellement en 3 types. Les maladies qui se caractérisent par des surcharges et des infiltrations des tissus, puis les maladies qui se caractérisent par un déficit énergétique, donc une carence en ATP, et les maladies métaboliques qui ont un mécanisme toxique direct ou indirect. Et alors là-dedans, on a plusieurs sous-types. Alors, il y a des maladies, par exemple la carnitine, le déficit en carnitine. En fait, on peut le classer aussi bien là que là. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça de bien classer les maladies métaboliques, mais ça, c'est aujourd'hui la classification qu'utilisent les métaboliciens. Oups, attendez. Surcharge, infiltration, c'est facile. On va voir au niveau du cœur des myocardes épaissis et dans certaines maladies aussi des valves épaissies. Les mucopolysaccharidoses, par exemple, c'est des maladies métaboliques avec de la surcharge en mucopolysaccharides. Ça va épaissir le myocarde parfois, mais surtout les valves aortiques et mitrales surtout.
une maladie typique, et j'ai une dia consacrée à ça, c'est la glycogénose néonatale qu'on appelle la maladie de Pompe. Ça, les pédiatres connaissent bien, même si aujourd'hui on la voit nettement moins. La maladie de Pompe, il y a une surcharge en glycogène dans le myocarde qui cause une hypertrophie myocardique très importante. On a ici les anomalies au niveau des triglycérides qu'on met là-dedans, mais qu'on peut aussi mettre ici, carnitine, vous voyez, chaîne respi, on peut mettre là aussi. Les mécanismes toxiques, il y a aussi les aciduries organiques, les troubles de la bêta-oxydation. Je ne vais pas vous faire un cours détaillé, ça sort de ce contexte-ci. Juste pour vous rappeler de nouveau quelques chiffres pour l'hypertrophique chez l'enfant, les causes les plus fréquentes métaboliques, c'est les glycogénoses. Pour la dilatée, c'est, vous voyez, je dois regarder aussi parce que je ne les connais pas par cœur, c'est les déficits de carnitine, de la phosphorylation oxydative, donc c'est plutôt les maladies mitochondriales. Les restrictives, regardez, c'est rare qu'on trouve des causes métaboliques. Hop. D'accord ? Et puis, par contre, celles qui ne rentrent pas, ni dans l'hypertrophique, ni dans les dilatés, oui, attention, ça peut être des métaboliques. Et alors, ça peut être des glycogénoses, ça peut être des maladies mitochondriales. Donc, vous voyez, c'est le problème chez l'enfant, c'est qu'on ne peut pas facilement caser une maladie dans une direction et dans les deux sens. Donc, il faudra toujours être extrêmement ouvert en termes de diagnostic. Ça, c'est la maladie de Pompe. Glycogénose, forme infantile. Ça se caractérise par quoi ? Il y a une atteinte musculaire qui donne cette hypotonie extrêmement importante du nourrisson. Et puis au niveau cardiaque, une cardiomégalie importante avec hypertrophie extrêmement importante, VG et VD. Vous voyez, il n'y a presque pas de cavité. Et puis on a un ECG tout à fait typique aussi, avec une hypertrophie extrêmement importante, un PR court aussi dans le pompe, associé à une hépatomégalie et une macroglossie. Alors, quand moi j'étais interne et jeune, quand j'avais votre âge, il n'y avait pas de traitement. Donc, ces enfants mouraient dans la première année de vie. Aujourd'hui, certaines glycogénoses peuvent bénéficier d'un traitement enzymatique et sont répondeurs. Ils ne répondent pas tous, mais certains répondent. Après, on se retrouve avec des pompes plus tardifs, dont on connaît encore très peu au fait. On ne connaît pas très bien, on ne sait pas très bien comment ces enfants traités vont évoluer dans le temps. Donc c'est de la nouvelle médecine, ça. Moi, je ne peux pas, voilà, on découvre encore. Donc ces maladies métaboliques, il y a énormément d'inconnus encore. Les troubles de la bêta-oxydation, c'est aussi quelque chose que les métaboliciens, ils vont toujours vous citer ça devant une cardiomyopathie et ils vont essayer de l'exclure quand vous avez une cardiomyopathie dilatée du jeune enfant. C'est quoi la bêta-oxydation ? Rappelez-vous vos cours de médecine, c'est le cycle de Krebs dans la mitochondrie. C'est la génération d'ATP. Ça passe par des acyl-CoA et des acétyl-CoA avec plein de dégradations qui vont générer de l'ATP. Je vous passe les détails. Mais donc, il y a plein d'enzymes nécessaires et il y a aussi la carnitine nécessaire. Quand ça ne marche pas, quand il y a des enzymes qui marchent pas, quand il y a des enzymes déficientes ou quand il y a de la carnitine déficiente ou qui n'arrivent pas à rentrer dans la cellule, ben le cycle de Krebs, il ne marche pas correctement. Et donc, les organes qui sont très dépenseurs d'énergie, comme le cœur,
ça ne va pas le faire. Donc, le cœur va se mettre en défaillance. Et qu'est-ce que ça donne? Je vous passe le détail de tout ça. Ça peut donner des cardiomyopathies, ça peut donner des arythmies néonatales. Et de nouveau, c'est jamais simple. En fonction du type de déficit, vous pouvez avoir dilatation ou hypertrophie, ou parfois les deux. Donc, rien n'est simple. Non, il n'y a rien de vraiment nouveau là-dessus. Et ce n'est pas une slide très importante parce que finalement, je vous ai tout dit. Regardez ça, il ne faut surtout pas retenir. C'est pour vous montrer la complexité de ces choses-là. Et surtout que vous ne pourrez jamais caser un type dans une case bien particulière. Les maladies mitochondriales... Ah oui, ça, pardon, je suis passée à un autre. Vous voyez, ça, c'est une autre... Je suis désolée, je suis un peu confuse. Trouble de l'oxydation et la maladie mitochondriale, c'est au niveau de la mitochondrie. Donc, ce n'est pas le cycle de Krebs, c'est au niveau à l'intérieur de la mitochondrie. Ça aussi, c'est relativement fréquent. Mais là aussi, c'est comme les autres de la bêta-oxydation, tout est possible. Et donc, vous, votre rôle de cardiologue, ce ne sera pas de faire un diagnostic de ces formes-là. Ce sera de tiquer, c'est comme un peu tout à l'heure pour le neurodéveloppement. Tiens, ça ne ressemble pas à quelque chose de purement cardiaque. Donc, je dois appeler quelqu'un qui va m'aider pour trouver une cause métabolique. Pourquoi? Parce que l'enfant aura une atteinte extracardiaque, parce qu'il aura une hypoglycémie, parce qu'il aura une atteinte non proportionnelle à son atteinte cardiaque, parce qu'il y aura des troubles de l'ECG vraiment bizarroïdes, vous allez dire « ça peut être autre chose ». Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un bilan de base pour aider un peu avant que le métabolicien arrive. Et ce bilan de base, il va être acide aminé, profil d'acylcarnitine, carnitine libre, acide organique urinaire. C'est souvent la seule chose qu'on fait au départ. Et puis, après, c'est plus votre job. C'est les métaboliciens qui vont réfléchir avec les résultats. Eux, en fonction des résultats, s'il y a une suspicion, ils vont devoir faire 2 autres examens. Une biopsie musculaire, souvent, et des analyses moléculaires génétiques pour déterminer s'il y a une base génétique à la maladie métabolique. D'accord? Mais donc, une fois de plus, c'est tellement complexe maintenant, les maladies métaboliques, que ça dépasse la simple cardiologie pédiatrique. Nous, on doit pousser la sonnette d'alarme si on voit quelque chose d'atypique. Et après, c'est les métaboliciens qui doivent vous aider, qui doivent travailler avec vous. Donc, on laisse tomber les maladies métaboliques qui sont quand même pas très faciles pour passer à quelque chose d'un peu plus facile, qui sont les syndromes malformatifs et qui, là aussi, peuvent vraiment être pourvoyeurs assez importants de cardiomyopathie. Et regardez, vous allez tout de suite reconnaître, c'est ça. C'est marqué, c'est le syndrome de Noonan et équivalent, que nous, on va classer dans un groupe. Aujourd'hui, on classe ces syndromes dans le groupe, dans un grand groupe et qui s'agrandit de plus en plus, des rassopathies. Les rassopathies, c'est des mutations de gènes qui interviennent dans cette voie RAS. Alors, il y a plusieurs mutations possibles, mais les syndromes qui affectent le plus le cœur sont ces 3-là. Le syndrome de Noonan,
le syndrome cardio-fascio-cutané, le syndrome de Costello. Le plus fréquent, et si vous avez déjà fait un peu de cardiopathie pédiatrique, de cardiologie pédiatrique, vous en avez probablement vu. Alors, ça se caractérise par quoi? Est-ce que quelqu'un peut me donner les signes les plus fréquents du syndrome de Noonan au niveau cardiologique? Une sténose pulmonaire. Sténose, et elle est comment la sténose pulmonaire? Sténose pulmonaire serrée. Sténose valvulaire pulmonaire serrée, souvent oui, elle peut être serrée, parfois elle n'est pas serrée. Mais qu'est-ce qui la caractérise par rapport à un non-Noonan? Voilà, la valve elle est extrêmement dysplasique souvent, et très épaisse avec une composante supravalvulaire importante. Et pourquoi j'en parle ici dans ce cours qui est quand même censé parler des cardiomyopathies? Est-ce qu'il y a un autre signe dans les Noonan? CMH. Oui, il peut y avoir la CMH. Alors, elle n'est pas fréquente. Par contre, c'est vraiment un facteur négatif, de pronostic négatif pour les Noonan. Quand il y a une CMH, la gestion des Noonan, par exemple en post-opératoire, et le pronostic vital est vraiment moins bon. Donc, quand vous avez un syndrome de Noonan, il faut vraiment bien regarder le VG. Alors, donc il y a la sténose valvulaire pulmonaire, il y a la cardiomyopathie hypertrophique du VG. Est-ce qu'il y a éventuellement un autre signe? Alors, les internes qui passent chez moi le savent, mais... Communication interauriculaire? Pas le premier signe. Au niveau ECG, est-ce qu'il y a quelque chose? Hypertrophie auriculaire gauche? Non, c'est pas à ça que je pense. Tu vas l'avoir si de fait, si tu as une hypertrophie VG secondaire à un certain stade. Mais l'axe. Left axis deviation. Exactement. Donc, c'est un axe au plafond, en fait, carrément même. En AVF, l'axe est négatif. Et ça, on le trouve très souvent dans les Noonan. Regardez les prochains Noonan que vous avez. Vous allez voir les CG. En AVF, c'est négatif. Et très souvent, avant que le diagnostic génétique est posé, ils viennent pour se faire cathétériser. Moi, je fais du cathé, donc je les reçois. Ils sont un truc et oh là là, la valve, elle fait dysplasique. Je regarde les CG. Ah mince, l'axe est au plafond. On les envoie chez les généticiens. C'est un Noonan. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider dans... Après, il y en a qui ont une CMH ou une sténose valvulaire, j'ai un axe au plafond et ce n'est pas des Noonan. C'est parce que c'est. Mais malgré tout, les Noonan souvent ont ce signe-là. Et ce petit tableau, regardez, il reprend les atteintes, les phénotypes cardio dans ces racopathies. Le Noonan, retard statural, retard psychomoteur, la plupart, enfin, il y en a beaucoup qui sont normaux, attention. Les Noonan, souvent, ils ont une intelligence normale, mais ils peuvent avoir un certain déficit. Alors, par contre, les difficultés alimentaires pendant la petite enfance, ça, c'est souvent le cas. Donc, souvent, ces enfants qui ont besoin d'avoir une sonde pendant la petite enfance. Et puis, au niveau du cœur, la plupart, donc, sténose de la valve pulmonaire et 10% de cardiomyopathie hypertrophique. Alors, ça, c'est moi qui ai rajouté parce que ce n'était même pas dans cet article. Mais je vous promets, c'est mon expérience et je ne suis pas la seule. L'axe est au plafond. Les autres syndromes, je ne vais pas vous les détailler, c'est très semblable, même si c'est un petit peu différent dans les autres signes. Et alors, à quoi ça correspond, ces racopathies? Ça correspond à des mutations. Alors, vous voyez que pour le Noonan, ce n'est pas un gène. Maintenant, aujourd'hui, on en connaît plein. Le PTNPN11 est le gène qui est le plus souvent impliqué, mais on peut en avoir plein d'autres. Et aujourd'hui, les généticiens, quand ils ont un Noonan, ils font un panel, ils ne recherchent pas que la mutation ici, ils vont rechercher plein d'autres mutations. Pour les autres syndromes, c'est éventuellement d'autres
gènes qui sont impliqués. Mais comme vous voyez, il y en a parfois les mêmes. Donc, comme souvent en génétique, on peut avoir les mêmes gènes impliqués dans plusieurs syndromes. Alors, je vous ai parlé des métaboliques, je vous ai parlé des rassopathies. Les neuromusculaires, on en avait déjà parlé avant. Les myocardites, on en avait parlé avant. Et puis finalement, on va arriver aux formes familiales isolées qui sont essentiellement des maladies musculaires cardiaques qui vont affecter donc les protéines du cœur, de la cellule cardiaque. La plus fréquente, les protéines les plus fréquemment impliquées sont les protéines du sarcomère, donc c'est ce qu'on appelle les cardiomyopathies sarcomériques, mais on peut aussi avoir des mutations affectant le costamère, les desmosomes, en particulier les dysplasies arythmogènes du VD, mais aussi des chenaux ioniques. Aujourd'hui, chaque année, on découvre des nouveaux gènes. Donc, ce qu'on dit une année, 5 ans après, il faut tout changer. L'information devient de plus en plus complexe. Et quand on suspecte une cardiomyopathie d'origine familiale, même si, ou en tout cas sarcomérique, parce que parfois il y a des néomutations, donc parfois on ne retrouve pas d'antécédents dans la famille, les généticiens vont faire un panel dans un premier temps où ils vont tester un certain nombre, et maintenant je pense que c'est plus de 80 gènes qu'ils testent, qui sont associés à ces cardiomyopathies héritables, puisque affectant des gènes de la structure cardiaque. De nouveau, ces cardiomyopathies familiales, elles peuvent être de type hypertrophique, de forme dilatée, non compactée ou de type DAVD. Dans la CMH, même chez l'enfant, on commence, alors chez l'adulte, il y a beaucoup de littérature qui existe. Il y a des facteurs de risque, il y a des scores. La littérature est très ample. En pédiatrie, surtout chez le petit enfant, on n'en est qu'au début. On n'a pas encore des scores bien nets où on peut dire faites une IRM et si vous faites autant, vous avez autant d'épaisseur, sûr que vous devez mettre, le pronostic de survie n'est pas bon, donc mettez un défibrillateur. On n'a pas ça aujourd'hui chez l'enfant. Il commence à y avoir des articles qui essayent de produire des scores, des facteurs de risque, mais on n'y est pas. Et c'est d'autant plus compliqué que tout ce côté, certes, si on a un gène sarcomérique étiqueté, ça va, mais quand on ne trouve pas, on n'est jamais tout à fait tranquille dans sa tête qu'il ne s'agit pas d'une maladie métabolique ou une maladie génétique autre. Et donc, c'est compliqué de les classer. Et c'est compliqué d'établir. Alors, on a en gros certaines choses qu'on peut dire. Par exemple, les CMH, dans 20%, on va trouver en effet ces atteintes héritables parce qu'on va trouver un gène et on va essayer de déterminer des facteurs de risque en regardant ce qui se passe chez les autres membres de la famille, en regardant, comme chez l'adulte, l'adaptation à l'attention, de l'attention à l'effort, si on peut mettre l'enfant sur un vélo. Mais si le bébé a 2 ans, vous ne pouvez pas le mettre sur un vélo. Donc, son adaptation tensionnelle, vous la connaissez, c'est difficile de la tester. Tester la survenue de troubles du rythme, ça, vous pouvez le faire en faisant des haltères. L'épaisseur septale, mais qu'est-ce que ça veut dire chez un enfant de 2 ans? C'est compliqué. Et puis l'IRM à 2 ans, il faut faire une anesthésie générale souvent, donc ce n'est pas aussi simple. La présence d'une obstruction gauche, oui, ça on le voit, les CMO, on le voit. Par exemple, dans les rassopathies, ce n'est pas un facteur de bon pronostic, mais on n'a pas des données très précises
là-dessus. Dans les CMD, on trouve des gènes un petit peu moins souvent. Mais quand on les trouve, ça va donner une insuffisance cardiaque qui va progresser dans le temps. Mais là, c'est encore plus le flou que dans l'hypertrophique. Et les facteurs de pronostic sont extrêmement difficiles à évaluer. Le risque rythmique, on ne le connaît pas bien. Par contre, ce qui est clair, c'est que tout ce qui est facteurs confondants comme l'anémie, la nutrition, sont extrêmement importants. Ils vont jouer sur le pronostic de l'enfant. Et puis aussi sa réponse au traitement. Mais voilà, ça reste extrêmement compliqué. Il est vraiment important qu'il y ait des larges études. Il y a des registres qui ont commencé, l'Angleterre, en France aussi, on commence à rassembler les données, mais ça reste, on n'a pas des récos fortes comme vous avez en cardiologie adulte. Oui, cette dernière petite diapo pour parler de la DAVD, mais qui chez l'enfant reste quand même relativement rare. Vous voyez, 1 sur 5 000, 1 sur 10 000, autosomique dominant, plus les garçons que les filles. C'est plus souvent l'adolescent que l'enfant. Et donc, comme vous le savez, troubles du rythme et insuffisance cardiaque sont les signes de la DAVD avec plusieurs gènes qui codent au fait pour les protéines de la jonction mécanique entre les différentes cellules myocardiques. Je pense que c'est ma dernière diapo, ou je ne sais plus, attendez, presque. Donc, en résumé, vous vous trouvez avec un enfant avec la cardiomyopathie, vous avez compris, plein d'étiologies sont possibles. Il y en a qui sont faciles à éliminer, il y en a d'autres où c'est beaucoup plus compliqué. Je vous ai dit, le bilan cardio standard au début, il doit être simple. C'est l'ECG et l'échocardiographie. On a parlé de l'IRM avec la troponine. En phase aiguë, ça va surtout être utile pour la myocardite. D'accord ? Par contre, si vous avez l'impression que l'enfant a un syndrome, appelez un ami généticien ou dysmorphologiste qui connaît ça, parce que c'est quand même pas évident, c'est pas n'importe quel généticien. Donc il faut vraiment quelqu'un qui ait l'habitude de toutes ces races ou parties en particulier. L'analyse métabolique initiale, vous n'allez pas ouvrir tout l'éventail, vous n'allez pas rechercher la glycogénose, le LCHAD, le truc dans un premier temps. Vous allez faire des analyses simples qui sont la glycémie, les corps cétoniques, l'acide lactique, chromato, des acides organiques, profil acylcarnitine et carnitine, c'est ce que je vous montrais sur la diapo précédente. Et après, c'est le généticien, c'est le métabolicien qui vous aidera à interpréter et qui vous dira s'il faut aller plus loin. Si vous avez toujours rien, bilan métabolique négatif, pas d'évidence de forme syndromique de rasopathie, à ce moment-là, en général dans cet ordre-là chez l'enfant, on va les envoyer pour un panel génétique en ayant fait à l'avance le screening familial. Donc, les apparentés de premier degré ont fait un ECG et une échographie. C'est en général dans cet ordre-là qu'on le fait chez l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas tout lancer en même temps et qu'il faut essayer d'y aller pas par pas avec ce qu'on a. D'accord ? Alors ça, principe de traitement, je vous rassure, c'est une diapo. Pourquoi ? Il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études. Alors déjà, que l'étiologie, on ne la connaît pas beaucoup, pas souvent, les mécanismes, pas souvent. Donc finalement, on va partir, et ça, merci Monsieur Bonnet, j'ai piqué sa slide, là-dessus, qui sont des éléments simples que vous utilisez chez les adultes. Si l'enfant arrive en très mauvais état,
avec un débit cardiaque qui est diminué parce qu'il n'a pas de contractilité suffisante, vous allez être obligé de mettre des inotropes. Dans les autres cas, ou parfois associés aux inotropes, vous allez tenter de vasodilater pour améliorer le débit. Ça peut être utile en phase aiguë, ça peut être aussi utile chez un enfant moins atteint, mais qui a son insuffisance cardiaque clinique et échographique hors réanimation. Les diurétiques vont être utiles pour diminuer la surcharge, diminuer la précharge et ramener donc la courbe plus vers la gauche. Les bêta-bloquants font aussi très souvent partie du traitement, surtout dans les CMH, mais également dans les CMD. Mais même là, il y a très peu de données chez l'enfant. Même les IEC et les bêta-bloquants, il y a très peu de recours fortes, même si aujourd'hui, tout le monde le fait. D'accord. Après, forcément, en fonction de l'étiologie, vous allez avoir un traitement différent. Un enfant avec un Noonan qui a une cardiomyopathie hypertrophique importante, qu'est-ce que vous proposez comme traitement? Donc, j'ai mon Noonan, 2 ans, qui est arrivé à l'âge de 2 mois avec une sténose valvulaire pulmonaire serrée. J'ai essayé de le dilater au ballon. J'invente, hein, mais c'est pas grave, ça ressemble à des cas que j'ai connus. J'ai essayé de le dilater au cathé, échec. Donc, je l'envoie au chirurgien. Ça, il a 2 mois. Le chirurgien fait bien son job. Et puis, l'enfant a aussi une cardiomyopathie vraiment cognée du ventricule gauche, qui est légèrement obstructive. Mais il court, pas de symptômes. Qu'est-ce que vous proposez comme traitement? Bêta-bloquant? Ouais, c'est la seule chose aujourd'hui. J'ai un obstacle à 4 mètres secondes dans la chambre de chasse. J'ai une mutation PTNP11. OK? Donc, il rentre dans les racopathies. J'ai une CMH avec une vélocité dépassant 4 mètres secondes. Je mets des bêta-bloquants. J'ai toujours 4 mètres secondes. Il va bien, il ne fait pas de malaise. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je suis très embêtée, hein, parce que quand je regarde ce que disent les adultes, oh là là, c'est pas bon. Oui, je sais que c'est pas bon, mais à la fois, qu'est-ce que j'ai comme option? Observation. Quoi ça? Observation, c'est ça? Oui, donc ne rien faire, oui. Est-ce qu'au niveau médicamenteux, je peux faire autre chose? Il n'y a rien d'autre qui s'est montré IEC à efficace. faible dose. Pardon? Les IEC à faible dose dans ce cas de figure ne seraient pas bénéfiques pour l'enfant? Des IEC? Oh, quand il y a un gros obstacle, on n'aime pas trop. Hein. Au contraire, on n'aime pas trop vasodilater en périphérie. On change de bêta-bloquant? Tu vas mettre quoi? Pourquoi? Parce que je ne t'ai pas précisé ce que je te mettais comme bêta-bloquant. Donc, tu voudrais mettre quoi? Lequel est le plus puissant, tu penses, et que tu peux facilement utiliser chez l'enfant? Tu m'as dit changer, donc tu changes de quoi à quoi? Quel est ton bêta-bloquant de première intention et quel serait celui que tu mettrais dans le cas que je viens de dire? On ne peut pas essayer le nadolol? Oui, le nadolol, donc le Corgar est quand même celui qui couvre le mieux et qu'on aime bien dans ces cas-là. Mais moi, je te dis, ce patient, je l'ai à ma consulte. Je l'ai mis sous nadolol. Grosse dose, hein. Il a toujours 4 mètres secondes hein, sur sa voie. Mais il pèse 12 kilos. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors ça, c'est très peu. À 12 kilos, il n'y a aucune expérience décrite hein, de ça. Par contre, quelques équipes
propose une myomectomie et se lance dans les myomectomies. On en a déjà fait nous aussi à Marseille, Necker en a fait quelques-unes. Mais est-ce que vraiment on améliore le pronostic de l'enfant? Personne ne le sait. Hein. C'est le problème. C'est le problème de poser l'indication. Ouais. Alors moi j'en ai un asymptomatique, mais il grandit pas bien, il grossit pas bien. Alors est-ce qu'il grossit pas bien parce que c'est un équivalent Noonan, parce que c'est sa CMH, parce que je sais pas, c'est extrêmement compliqué. C'est pour vous dire, c'est pour ça que je mets pas plus qu'une diapo. Parce qu'on a très peu de... Alors évidemment, quand vous avez une cardiomyopathie dilatée, voilà, vous connaissez le traitement, on va mettre les IEC, on va mettre les diurétiques, on va mettre un peu d'aldostérone, on va mettre un peu de bêta-bloquant, qu'on va monter le bisoprolol, le Credex. On va surtout veiller à la nutrition de l'enfant, optimiser sa nutrition, c'est extrêmement important. Optimiser son hémoglobine, c'est des choses vraiment extrêmement importantes. Et puis, on va suivre, mais tout ce qui est hypertrophique, surtout s'il y a une rasopathie en dessous, surtout s'il y a une maladie métabolique en dessous, on tâtonne vraiment dans beaucoup d'inconnus et beaucoup de choses peu connues. Mais bon, je pense qu'on sait aujourd'hui beaucoup plus qu'il y a 20 ans, mais ça reste assez limité. Est-ce que vous avez des questions sur les cardiomyopathies? C'est un vaste sujet. Hein? Oui. J'en ai volontairement pas beaucoup parlé parce que alors, de nouveau, là, c'est complètement habitude parce qu'on n'a pas de recommandation forte là-dessus. Ce que je peux te dire, c'est que, attention, ne mettez pas tout de suite les non-compactions dans la case non-compaction comme feraient les adultes. Moi, j'ai eu un enfant, 14 ans, VG pas très bon, 30% non compacté. C'était une acidémie propionique. D'accord? Donc, une maladie métabolique. Donc, attention, ne mettez pas tout de suite les enfants dans des cases. Ça, c'est le premier point. Après, dans le traitement, une fois que vous avez éliminé cela, il commence à exister des critères de non-compaction aussi chez l'enfant sur base de la hauteur, etc. Enfin, c'est-à-dire que les critères d'adulte commencent à être validés plus chez le grand enfant. D'accord? Les critères IRM. Mais il faut vous rappeler que jusqu'à 5 ans, une IRM, c'est quand même une AG. Donc, si tu es chez l'enfant, il n'y a pas encore de critères avec une non-compaction, de critères de sévérité sur base de tes données IRM. Donc, si tu as un enfant à 4 ans, tu as éliminé une maladie métabolique, donc tu te dis, ça ressemble quand même à peut-être quelque chose de génétique, surtout si évidemment il y en a dans la famille, mais peut-être pas, parce que ça peut être une néomutation. Tu vas dans un premier temps l'envoyer au généticien qui va faire son panel de gènes. OK. Après, tu peux faire une IRM, mais ça va aujourd'hui pas beaucoup te donner beaucoup plus d'infos, parce que souvent à 4 ans, tu vois quand même très bien en écho, hein, tu es d'accord? Donc, tu peux avoir une bonne évaluation de ta fonction. Après, tu peux décider de l'endormir, mais est-ce que tu vas faire beaucoup plus avec ton résultat IRM? C'est pas sûr. D'accord? Donc, 2 cas, c'est il y a une dysfonction et là, on rejoint le traitement et la prise en charge un petit peu des adultes. Il y a la non-compaction. Moi, il y a des non-compactions sans atteinte de la fonction systolique. Hein, on est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cela?
potentiellement, il y a un risque arythmique. Donc, il faut les suivre au niveau rythmologique. Donc, il faut au moins faire des haltères de temps en temps. Il y a aussi, en théorie, un risque thrombotique. Mais ce risque, chez l'enfant qui a une fonction préservée, personne ne l'a évalué. Donc, c'est très discutable si oui ou non tu dois les mettre sous aspirine, qui n'est pas très méchant. Mais est-ce qu'il faut aller plus, faire plus? On n'a aucune donnée là-dessus. Donc, la plupart des cardiopédiatres, si on voit un VG non compacté sans dysfonction, à part surveiller au niveau rythmique, on ne va pas faire grand-chose de plus. S'il y a de la dysfonction, on va, oui, rajouter des IEC, surveiller le rythme, comme j'ai dit, éventuellement des diurétiques si nécessaire, et l'anti-agrégation ou anticoagulation en fonction du degré de dysfonction surtout. Mais une fois de plus, sans critères. Après, vous vous souvenez, je vous ai montré tout au début que des cardiomyopathies peuvent s'améliorer dans le temps chez les enfants. Il y a une association cardiomyopathie non compactée du VG qui s'associe à une mutation 1P38. C'est un enfant un peu avec retard mental. La littérature décrit que la fonction systolique peut s'améliorer dans le temps. Donc, c'est pour vous dire, l'enfant, il ne fait pas comme l'adulte. Ce n'est pas un petit adulte. Donc, il faut rester extrêmement humble. Et ça ne nous aide pas. Hein. Moi, je ne peux pas vous donner un cookbook parce que ça n'existe pas. Oui, ça, je pense que c'est... Ah oui. Ça ne coûte pas très cher et ça peut être vachement rentable. Hein. Et donc, ça, je le préconise. Ça va vous aider aussi dans votre démarche diagnostique, c'est sûr. Et donc, et je pense que quand on ne sait pas, oui, il faut pousser quand même. Après, il faut toujours peser le pour et le contre. Et l'IRM, malgré tout, il faut endormir l'enfant. Donc, est-ce qu'on va avoir un bon effet? Mais si j'ai une non-compaction, et je vais quand même être un petit peu curieux. Et si l'enfant a une bonne fonction et que finalement il est asymptomatique, oui, je vais peut-être lui faire un holter avant, oui, dès que je le vois. Par contre, l'IRM, j'aurais tendance à attendre qu'il ait 6 ans et que je peux le faire sans, sauf si vraiment il a une grosse dysfonction. Et alors oui, c'est différent. Mais on est toujours obligé un peu de peser. Et oui, dès qu'il sera capable de pédaler, je vais évidemment le mettre sur un vélo pour le risque arythmique. Mais je n'ai pas des scores comme les adultes pourraient l'avoir. Donc, on tâtonne un peu, hein, mais c'est ça qui est le charme de la pédiatrie. Hein. C'est qu'on peut un peu tâtonner et se faire son expérience et puis discuter avec les autres. Est-ce que dans les Zoomers, vous avez des questions? Oui, peut-être une petite curiosité pour moi. En fait, j'aimerais bien savoir, y a-t-il une raison pour laquelle vous n'avez pas essayé l'alcoolisation septale chez vos enfants et aller tout de suite à une myomectomie que je trouve peut-être plus invasive? Je pense qu'on peut, il y a probablement des équipes. Alors nous, j'ai pas du tout d'expérience et je pense pas qu'en France, il y ait eu de l'expérience vraiment chez l'enfant. Je pense que c'est surtout, la limite est surtout anatomique, hein, parce que tout est plus petit chez le petit enfant. Donc, c'est une question de pouvoir rentrer dans ces petites artères septales chez le tout petit enfant. Il faut bien se rendre compte que les âges où on a de plus de problèmes finalement avec ces enfants-là, ça peut être des tout petits. Par exemple, les rinopathies qui ont des CMH obstructives, ça peut être à 2 ans. À 2 ans, on a 10 kilos. Hein. Donc, les artères coronaires et les artères septales, le matériel, il n'est pas fait pour ça. Hein. Et je ne pense pas qu'il y a de l'expérience mondiale si petit. Donc, c'est plus un problème technique, mais plus ça.
Mais peut-être que les choses vont évoluer dans le temps. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas d'expérience chez les tout-petits. Après, les adolescents, préadolescents, là, on est plus dans des tailles adultes. Donc, il y a probablement des équipes qui ont tenté ça. Moi, j'avoue, je n'ai pas d'expérience et je n'ai pas fait la littérature là-dessus tellement c'est rare et exceptionnel et au cas par cas, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Ouais. Ouais. Alors, ça, c'est une bonne question aussi, où de plus en plus, on a tendance à l'utiliser, mais plutôt pas sur le mode chronique. C'est-à-dire que si un enfant est à la maison, on ne le fait pas revenir pour avoir des cures de temps en temps de lévocimendant. C'est plus, on l'utilise, nous, une fois de plus à la Timone, et encore, il n'y a pas de reco pédiatrique forte, hein, c'est un peu, je sais que Bordeaux l'utilise beaucoup, Necker, je ne sais pas très bien. Nous, on commence à l'utiliser de plus en plus, mais vous savez, chaque fois qu'on voulait l'utiliser, on devait demander l'autorisation au COSEPS avant, hein, donc c'est pas évident hein, comme utilisation. C'est pas bon, ça c'était parce qu'il n'y avait pas des indications très fortes. Là où nous, on commence à l'utiliser, où on a une bonne expérience, c'est les enfants qui sont en réa ou en unité de soins continus et donc qui sont en phase subaiguë. Soit en train de s'améliorer, soit en train de se détériorer. Et où là, on a des bons résultats avec enfin, des bons résultats. On a l'impression qu'il y a certains enfants qui s'améliorent. Et alors, en fait, nous, c'est souvent les réanimateurs qui les font, les perfusions, avec des schémas une fois tous les semaines ou 2 semaines, et 3 doses, 4 doses, mais c'est très empirique encore, hein. On n'a pas de schéma fort et de recommandations fortes. Je ne sais pas s'il y a des gens de Bordeaux qui sont présents, parce qu'ils utilisent beaucoup, ils ont un peu publié sur leurs bons résultats, mais sans donner un schéma et des indications très précises hein, non plus. Voilà, oui. Ouais. Après ça c'est vraiment la gestion réanimation, oui. Après, oui, ça peut être centre dépendant, même si les réanimateurs ont quand même un peu en général quand même des attitudes plus ou moins communes, mais oui, ça peut être un petit peu centre dépendant. Après, chez l'enfant, après, on passe à des techniques plus lourdes qui sont l'ECMO, Berlin-Hart, mais avec toute la difficulté des donneurs, hein, évidemment. On a une petite à Marseille, ça fait plus d'1 an qu'elle est sous Berlin-Hart, elle n'est pas sortie de sa chambre, etc. C'est compliqué. Il y en a une qui vient d'être greffée. Pareil à Bordeaux, donc ça reste des choses compliquées. Mais bon, peut-être que les choses vont... Enfin, je pense qu'il faut rester positif. Je pense que la génétique et tout ce qui est métabolique, on va faire des progrès encore. Je vous dis, tout ce qu'on sait sur les maladies métaboliques aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans, c'est incroyable. Donc, je pense que ça va continuer à progresser, ce qu'on sait là-dessus. Après, c'est comme pour le neurodéveloppement, hein, ça devient des surspécialisations et il faut s'aider, il faut avoir dans son équipe un bon métabolicien et avec qui peut nous aider dans tout ça. Et des bons généticiens aussi. OK. Mais je pense que il est 4h30, donc c'est temps d'aller profiter du beau temps ou de travailler, hein, comme vous voulez. Et est-ce qu'il reste non, plus de questions? Les gens connectés? Soyez en forme demain, parce que demain, on fait la révision. Donc, dormez bien. Ne fêtez pas trop. Je sais que le jeudi soir, on fête, mais il faut venir en forme demain.
À demain pour tous ceux qui sont connectés. D'accord. Merci beaucoup. À demain. Allez, au revoir. Merci, à demain.